La désobéissance civile. C'est le 16 janvier 1848, soit un an et demi après sa nuit en prison, que Thoreau donna sa conférence sous le titre « Les droits et les devoirs de l'individu en face du gouvernement ». Elle parut de son vivant dans un périodique transcendentaliste éphémère sous le titre « Résistance au gouvernement civil » en 1849. Le titre complet et définitif du devoir de la désobéissance civile apparut dans un recueil posthume d'essais de Thoreau en 1866. De grand cœur, j'accepte la devise « Le gouvernement le meilleur est celui qui gouverne le moins », devise favorite de Jefferson adoptée par les transcendantalistes réunis autour d'Emerson. Et j'aimerais l'avoir suivie de manière plus rapide et plus systématique. Poussée à fond, elle se ramène à ceci, auquel je crois également, que le gouvernement le meilleur est celui qui ne gouverne pas du tout. Et lorsque les hommes y seront préparés, ce sera le genre de gouvernement qu'ils auront. Tout gouvernement n'est au mieux qu'une utilité, mais la plupart des gouvernements d'habitude, et tous les gouvernements parfois, ne se montrent guère utiles. Les nombreuses objections, et elles sont de taille qu'on avance contre une armée permanente, méritent de prévaloir. On peut aussi finalement les alléguer contre un gouvernement permanent. L'armée permanente n'est que l'arme d'un gouvernement permanent. Le gouvernement lui-même, simple intermédiaire choisi par les gens pour exécuter leur volonté, est également susceptible d'être abusé et perverti, autant avant que les gens puissent agir par lui. Témoin en ce moment la guerre du Mexique. Thoreau se fait ici l'écho de nombre de ses compatriotes. Déclarée officiellement le 13 mai 1846 par le président Polk, cette guerre était très impopulaire au Massachusetts. Les abolitionnistes accusaient le Parti démocrate en majorité au Congrès d'avoir ourdi cette entreprise pour donner à l'Union un nouvel État où l'esclavage était autorisé. Œuvre d'un groupe relativement restreint d'individus qui se servent du gouvernement permanent comme d'un outil, car au départ, jamais les gens n'auraient consenti à cette entreprise. Le gouvernement américain, qu'est-ce donc, sinon une tradition toute récente qui tente de se transmettre intacte à la postérité, mais perd à chaque instant de son intégrité. Il n'a ni la vitalité ni l'énergie d'un seul homme en vie, car un seul homme peut le plier à sa volonté. C'est une sorte de canon en bois que se donnent les gens, mais il n'en est pas moins nécessaire, car il faut au peuple des machineries bien compliquées, n'importe lesquelles, pourvu qu'elles pétaradent, afin de répondre à l'idée qu'il se fait du gouvernement. Les gouvernements nous montrent avec quel succès on peut en imposer aux hommes, et mieux comme ceux-ci peuvent s'en imposer à eux-mêmes pour leur propre avantage. Cela est parfait, nous devons tous en convenir. Pourtant, ce gouvernement n'a jamais de lui-même encouragé aucune entreprise, si ce n'est par sa promptitude à s'esquiver. Ce n'est pas lui qui garde au pays sa liberté, ni lui qui met l'Ouest en valeur, ni lui qui instruit. C'est le caractère inhérent au peuple américain qui accomplit tout cela. Il n'en aurait fait un peu plus si le gouvernement ne lui avait souvent mis des bâtons dans les roues. Car le gouvernement est une utilité grâce à laquelle les hommes voudraient bien arriver à vivre chacun à sa guise. Et comme on l'a dit, plus il est utile, plus il laisse chacun des gouvernés vivre à sa guise. Le commerce et les affaires, s'ils n'avaient pas de ressort propre, n'arriveraient jamais à rebondir par-dessus les embûches que les législateurs leur suscitent perpétuellement, et s'il fallait juger ces derniers en bloc sur les conséquences de leurs actes, et non sur leurs intentions, ils mériteraient d'être classés et punis au rang des malfaiteurs qui sèment des obstacles sur les voies ferrées. Mais pour parler en homme pratique et en citoyen, au contraire de ceux qui se disent anarchistes, je ne demande pas d'emblée point de gouvernement, mais d'emblée un meilleur gouvernement. Que chacun fasse connaître le genre de gouvernement qui commande son respect, et ça sera le premier pas pour l'obtenir. Après tout, la raison pratique pour laquelle le pouvoir, une fois aux mains du peuple, on permet à une majorité de régner continuellement sur une longue période, ne tient pas tant aux chances qu'elle a d'être dans le vrai, ni à l'apparence de justice offerte à la minorité, qu'à la prééminence de sa force physique. Or, un gouvernement où la majorité règne dans tous les cas ne peut être fondé sur la justice, même telle que les hommes l'entendent. Ne peut-il exister de gouvernement où ce ne seraient pas les majorités qui trancheraient du bien ou du mal, mais la conscience,
où les majorités ne trancheraient que des questions justiciables de la règle d'opportunité. Le citoyen doit-il jamais un instant abdiquer sa conscience au législateur? À quoi bon la conscience individuelle alors? Je crois que nous devrions être hommes d'abord et sujets ensuite. Il n'est pas souhaitable de cultiver le même respect pour la loi et pour le bien. La seule obligation qui m'incombe est de faire à toute heure ce que je crois être bien. On a dit assez justement qu'un groupement n'a pas de conscience, mais un groupement d'hommes consciencieux devient un groupement doué de conscience. La loi n'a jamais rendu les hommes un brin plus justes, et par l'effet du respect qui lui témoigne, les gens les mieux intentionnés se font chaque jour les commis de l'injustice. Le résultat courant et naturel d'un respect indu pour la loi, c'est qu'on peut voir une file de militaires, colonels, capitaines, caporals et simples soldats, enfants de troupes et toute la clique marchant au combat par monts et par veaux, dans un ordre admirable, contre leur gré, que dis-je, contre leur bon sens et contre leur conscience, ce qui rend cette marche fort âpre en vérité et éprouvante pour le cœur. Ils n'en doutent pas le moins du monde. C'est une vilaine affaire que celle où ils sont engagés. Ils ont tous des dispositions pacifiques. Or, que sont-ils? Des hommes vraiment, ou bien des petits fortins des magasins ambulants au service d'un personnage sans scrupules qui détient le pouvoir? Visitez l'arsenal de la flotte et arrêtez-vous devant un fusilier marin, un de ces hommes comme peut-on en fabriquer le gouvernement américain, ou ce qu'il peut faire d'un homme avec sa magie noire, ombre réminiscente de l'humanité, un homme debout vivant dans son stuaire et déjà, si l'on peut dire, enseveli sous les armes avec les accessoires funéraires, bien que peut-être ni tambour ni musique alors n'accompagnèrent sa dépouille au rempart emmené au galop. Nulle salve d'adieu de même n'honorèrent la tombe où nous avions couché notre héros. Citation d'un poème favori de Thoreau, Les funérailles de Sir John Moore de Charles Wolfe, 1791-1823. La masse des hommes sert ainsi l'État, non point en humains, mais en machines avec leur corps. C'est eux l'armée permanente et la milice, les geôliers, les gendarmes, la force publique, etc. La plupart du temps sans exercer du tout leur libre jugement ou leur sens moral. Au contraire, ils se ravalent au niveau du bois, de la terre et des pierres, et on doit pouvoir fabriquer de ces automates qui rendront le même service. Ceux-là ne commandent pas plus le respect qu'un bonhomme de paille ou une motte de terre. Ils ont la même valeur marchande que des chevaux et des chiens, et pourtant on les tient généralement pour de bons citoyens. D'autres, comme la plupart des législateurs, des politiciens, des juristes, des ministres et des fonctionnaires, servent surtout l'État avec leur intellect, et comme ils font rarement de distinction morale, il arrive que sans le vouloir, ils servent le démon aussi bien que Dieu. Une élite, les héros, les patriotes, les martyrs, les réformateurs au sens noble du terme, et des hommes, mettent aussi leur conscience au service de l'État et en viennent forcément pour la plupart à lui résister. Ils sont couramment traités par lui en ennemis. Un sage ne servira qu'en sa qualité d'homme et ne se laissera pas réduire à être la glaise qui bouche le trou par où souffler le vent. Shakespeare dans Hamlet. Il laisse ce rôle à ses cendres pour le moins. Je suis de trop haut lieu pour me laisser approprier, pour être un subalterne sous contrôle, le valet et l'instrument commode d'aucun état souverain de par le monde. Shakespeare dans Le Roi Jean. Celui qui se voue corps et âme à ses semblables passe à leurs yeux pour un bon à rien, un égoïste, mais celui qui ne leur voue qu'une parcelle de lui-même est salué des titres de bienfaiteur et philanthrope. Quelle attitude doit adopter aujourd'hui un homme face au gouvernement américain? Je répondrai qu'il ne peut s'en déchoir, s'y associer. Pas un instant je ne saurais reconnaître pour mon gouvernement cette organisation politique qui est aussi le gouvernement de l'esclave. Tous les hommes reconnaissent le droit à la révolution. Allusion à la déclaration d'indépendance de Jefferson 1776, c'est-à-dire le droit de refuser fidélité et allégeance au gouvernement et le droit de lui résister quand sa tyrannie ou son incapacité sont notoires et intolérables. Il n'en est guère pour dire que c'est le cas maintenant, mais ce l'était, pense-t-on, à la Révolution de 1775. Si l'on venait me dire que le gouvernement d'alors était mauvais parce qu'il taxait certaines denrées étrangères entrant dans ses ports, il y aurait gros à parier que je m'en soucierais comme d'une guigne, car je peux me passer de ces produits-là. Allusion à la fameuse Boston Tea Party. De jeunes patriotes déguisés en indiens jetèrent à la mer des ballots de thé que le gouvernement anglais prétendait taxer. Décembre 1773.
Toutes les machines ont leur friction et peut-être cela fait-elle assez de bien pour contrebalancer le mal. En tout cas, c'est une belle erreur de faire tant d'embarras pour si peu. Mais quand la friction en arrive à avoir sa machine et que l'oppression et le vol sont organisés, alors je dis débarrassons-nous de cette machine. En d'autres termes, lorsqu'un sixième de la population d'une nation qui se prétend le havre de la liberté est composé d'esclaves et que tout un pays est injustement envahi et conquis par une armée étrangère et soumis à la loi martiale, je pense qu'il n'est pas trop tôt pour les honnêtes gens de se soulever et de passer à la révolte. Ce devoir est d'autant plus impérieux que ce n'est pas notre pays qui est envahi, mais que c'est nous, l'envahisseur. Paley, William Paley, 1743-1805, dans Principes de philosophie morale et politique, 1785. Paley, qui fait généralement autorité en matière de morale, dans son chapitre intitulé « Sur le devoir de la soumission au gouvernement civil », ramène toute obligation civique à une formule d'opportunisme et il poursuit « Aussi longtemps que l'intérêt de toute la société l'exige, c'est-à-dire tant qu'on ne peut résister au gouvernement établi ou le changer sans troubler l'ordre public, la volonté de Dieu est d'obéir au gouvernement établi et de ne plus. » Ce principe, une fois admis, la justice de chaque cas particulier de résistance se réduit à une évaluation de l'importance du danger et du grief d'une part, et de la probabilité et du prix de la réforme d'autre part. Sur ce point, dit-il, chacun est juge, mais Paley semble n'avoir jamais envisagé de cas auxquels la règle d'opportunisme n'est pas applicable, où un peuple, aussi bien qu'un individu, doit faire justice à tout prix. Si j'ai injustement arraché une planche à l'homme qui se noie, je dois la lui rendre au risque de me noyer. Ceci, selon Paley, serait inopportun. Mais celui qui, dans un tel cas, voudrait sauver sa vie, la perdrait. Ce peuple doit cesser de maintenir l'esclavage et de porter la guerre au Mexique, même au prix de son existence nationale.